Aux Comores, le premier tour de l'élection présidentielle s'est achevé dans la plus grande confusion. Dimanche soir, les adversaires du chef de l'État sortant dénoncent des fraudes et appellent le peuple à résister. Les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU ont réaffirmé dimanche soir à Ouagadougou leur soutien résolu au Burkina Faso dans sa lutte contre les groupes djihadistes. Le point de leur visite assure dans ce journal. Les Algériennes sont descendues en masse dans les rues en soutien au rejet du système. Elles gardent aussi l'espoir de faire avancer les droits des femmes avec cette mobilisation, un espoir qui reste fragile. Voilà pour les titres de cette session de l'information sur SICA. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Aux Comores, le premier tour de l'élection présidentielle s'est achevé dans la plus grande confusion dimanche soir. Ceci après la décision des adversaires du chef de l'État sortant, Azali Assoumani, d'en dénoncer les conditions frauduleuses et d'appeler le peuple à la résistance. Reportage. Après avoir qualifié le premier tour de la présidentielle de mascarade, les 12 candidats de l'opposition comorienne ont appelé la population à un sursaut national. Épaulés d'une trentaine de partisans, 7 des candidats ont marché sur l'Assemblée nationale qui abrite le centre de dépouillement national pour empêcher les urnes d'arriver à Moroni. Aucune urne ne doit parvenir au palais du peuple. Je vous demande à tous de nous rejoindre au palais du peuple immédiatement. Nous rejetons les résultats issus des élections du 24 mars 2019. Nous déclarons le pouvoir Azali illégitime. Nous appelons la population comorienne à un sursaut national. Je vous remercie. Les partisans ont été promptement dispersés et les candidats bloqués par la gendarmerie. Dès l'ouverture dimanche matin des 731 bureaux de vote de cet archipel, l'opposition a fait état de graves irrégularités dans les îles d'Anjouan et de Moélie. Selon des témoignages, des échauffourées ont été signalées dans des dizaines de villages anjouanais après la découverte d'urnes remplies et l'interdiction faite à des assesseurs issus de partis d'opposition d'exercer leurs fonctions. Selon un responsable de la commission électorale, une dizaine de bureaux de vote anjouanais avaient été saccagés. Tout au long d'une campagne qu'il a largement dominée, le président sortant Azali Assoumani avait répété qu'il comptait bien l'emporter dès le premier tour sur ses 12 rivaux, nourrissant de forts soupçons de fraude. Et toujours aux Comores, des manifestants de l'opposition ont été violemment dispersés par les forces de l'ordre ce lundi à Moroni. Cet incident est survenu alors que le petit archipel des Comores attend les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. En attendant la proclamation des résultats du scrutin présidentiel, les esprits s'échauffent sur le petit archipel des Comores. Ce lundi, des manifestants de l'opposition ont été violemment dispersés par les forces de l'ordre à Moroni. Les gendarmes ont dispersé avec des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc plus d'une centaine de partisans de l'opposition qui manifestaient au lendemain de l'élection présidentielle. Au moins 2 personnes ont été blessées, un manifestant a été évacué en ambulance et un gendarme en civil par ses camarades. Le premier tour de l'élection présidentielle s'est tenu ce dimanche. Un scrutin dont l'issue semble connue d'avance et devant consacrer le triomphe du sortant Azali Assoumani, accusé par ses adversaires et la société civile d'avoir orchestré une fraude généralisée. Le dépouillement a commencé dimanche soir au siège de l'Assemblée nationale, protégé lundi matin par un maigre cordon de gendarmes. Si le scrutin s'est bien déroulé dans l'ensemble, de son côté, l'opposition a annoncé qu'elle ne reconnaîtrait pas les résultats, accusant le camp présidentiel de coup d'État électoral. Minée par des querelles internes, la coalition de l'opposition au Togo s'effrite. Cette coalition, qui regroupe 14 partis, avait organisé des manifestations très suivies contre le régime du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005. Entre septembre et octobre 2017, la principale coalition de l'opposition, la C14, qui regroupe 14 partis, avait drainé une marée humaine dans les rues de Lomé et de plusieurs grandes villes du Nord.
Les manifestants exigeaient notamment la démission du chef de l'État. Mais depuis 2 mois, plus de manifestations. La dernière remonte au 26 janvier et n'avait réuni qu'un maigre cortège. 7 partis ont depuis claqué la porte de la coalition, dont le Parti national panafricain, le PNP de Tipi Atchadam, l'homme fort du soulèvement populaire, en exil depuis plus d'1 an. L'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, de l'ex-chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre et le Comité d'action pour le renouveau, car de Maître Yaovi Agboibo, ancien Premier ministre et grande figure de l'opposition, ont eux aussi quitté la C14 pour marquer leur désaccord avec l'orientation du mouvement. Certains pensent qu'il faut restructurer la coalition et la doter d'une charte. Nous ne sommes pas d'accord, car ce n'est pas ce qui a manqué à la lutte, c'est plutôt la généralisation de la mobilisation, a expliqué le secrétaire général du PNP, Kossi Sama. Selon Fulbert Sassou Atisso, président du parti Le Togo Autrement, le bilan de la lutte menée par la coalition depuis 18 mois n'est pas positif. Outre ces dissensions, la coalition est aussi secouée par une affaire de corruption portant sur 30 millions de francs CFA, un don d'un chef d'État de la région. L'un des responsables de la C14 a affirmé la semaine dernière sur une radio locale que la coalition avait bien reçu ce don, mais a souligné qu'il avait servi à organiser les manifestations. Drapeau à la main avec ou sans foulard, seules ou en famille, les Algériennes descendues en masse dans les rues renforcent le rejet du système. Elles gardent aussi l'espoir de faire avancer les droits des femmes avec cette mobilisation, un espoir qui reste fragile selon des manifestantes et des militantes. Reportage. L'Algérie s'enorgueillit de la présence de femmes dans tous les métiers, y compris la hiérarchie militaire, et elles sont majoritaires dans la santé, l'enseignement ou la justice. Mais selon une note de l'Office national des statistiques d'avril 2018 sur l'emploi, leur part dans la population en activité connaît une quasi-stagnation autour de 18%. Une situation qu'elles espèrent voir changer à travers cette mobilisation. Beaucoup sont dans l'exigence aujourd'hui de ne pas laisser cette opportunité, cette ouverture passer sans bien expliquer que le changement ne pourra se faire qu'avec les femmes, beaucoup de femmes et des femmes qui seront les égales en matière de citoyenneté des hommes qui sont eux aussi dans la rue. Je ne pense pas que la visibilité des femmes aujourd'hui dans les manifestations est un progrès. Le progrès, c'est quand ça dure dans l'espace public. Le droit de vote et d'éligibilité à toutes les fonctions leur est acquis, mais les conservatismes sociaux et religieux dans un pays où l'islam est religion d'État pèsent sur leur présence dans l'espace public au profit du foyer domestique. Leurs droits juridiques dans des domaines comme le mariage, le divorce ou les successions sont inférieurs à ceux des hommes. À chaque fois, les femmes ont été applaudies et puis après, on a dit c'est bon, l'espace public n'appartient qu'aux hommes. Et les quelques femmes qui se sont risquées à transcender ces interdits ont été énormément stigmatisées. En tête des revendications féministes, l'abrogation du Code de la famille de 1984 qui, sous l'influence des traditionalistes, se revendique de la charia au détriment de l'égalité entre les sexes, pourtant prévue par la Constitution. Je l'annonçais en titre, les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU ont réaffirmé dimanche soir à Ouagadougou leur soutien résolu au Burkina Faso dans sa lutte contre les groupes djihadistes. Ils ont aussi évoqué une extension de la coopération de la force onusienne MINUSMA avec le G5 Sahel. L'un des moyens de la communauté internationale d'exprimer ce soutien, c'est le G5 Sahel et nous avons eu avec le président Roch Kaboré et l'ensemble du gouvernement la possibilité d'examiner en profondeur la manière de redonner une impulsion au G5 Sahel, a déclaré l'ambassadeur de France à l'ONU, François Delattre, à l'issue d'une rencontre des ambassadeurs avec le président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré. Cette
coopération s'est limitée dans son exécution à l'intérieur des frontières du Mali, et le souhait des membres du G5 Sahel, c'est que celle-ci puisse s'étendre au-delà des frontières du Mali, sur l'ensemble de l'espace du G5 Sahel, et prendre en compte tous les bataillons, les 7 bataillons du G5 Sahel. La lutte contre le terrorisme doit être menée en respectant les droits de l'homme. Et si je permets à le dire, le président, dans son intervention aujourd'hui, a mis l'accent sur ces actions que, pour lui aussi, le respect pour les droits des hommes est très important. Selon Delattre, le Conseil a toujours fait part de son intention de rediscuter du soutien international à la force du G5 Sahel une fois celle-ci opérationnelle. Nous y sommes, a-t-il lancé, estimant que l'accord technique qui relie l'Union européenne, la force du G5 Sahel et la MINUSMA peut et doit être sans doute amélioré. Une rencontre est prévue à New York le 28 mars pour voir comment aller de l'avant de manière concrète, a indiqué l'ambassadeur français. Une note de sport pour mettre un terme à cette édition. En attendant le verdict du tribunal arbitral du sport TAS, le Cameroun s'est officiellement qualifié samedi dernier pour la CAN 2019, et ce, en battant les Comores par un score étriqué de 3-0. Les Lions indomptables obtiennent ainsi leur billet pour l'Égypte. Reportage Narcisse Oum. C'est sur fond d'applaudissements que les Lions sortent du stade Omnisport Amadou Aïdjo de Yaoundé grâce à leur victoire par 3-0 face aux Comores. Le début de cette rencontre a pourtant été difficile pour les vainqueurs de la CAN 2017 du Gabon. Durant le premier quart d'heure, les Comoriens ont joué crânement leur chance, et pour cause, une victoire leur permettrait de disputer la première Coupe d'Afrique des Nations de football de leur histoire. On a manqué de mordant et de réussite. Et la réussite, quand je dis la réussite, il faut aller se la chercher, la réussite. Et forcément, on a été frileux dans les 20 derniers mètres, quoi. Épuisés mentalement, les Comoriens vont céder à la 37e minute de jeu grâce au but d'Eric Chupong-Moting qui coupe un centre au second poteau de la première manche avant que Bassokol, sur un service de l'ancien Marseille Zambo Anguissa, ne double la mise. À la 89e minute de jeu, le Marseille Nji Clinton clôt le suspense après s'être amusé avec les défenseurs adverses. Nous sommes fiers lorsque les Lions jouent au Cameroun. Déjà, le classement de la CAN avait mis un peu le Cameroun en difficulté. Aujourd'hui, on a réussi à avoir la qualification et c'était un match assez intéressant. Pour les Comoriens, la bataille juridique continue. On a dit, il y a une procédure en route concernant le TAS. Voilà, la fédération a pris le dossier en main et la procédure elle va continuer. Sauf revirement de situation au niveau du tribunal spécial du sport, l'équipe du Cameroun pourra défendre son titre lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte. Il faut dire aussi que pour l'un des tout derniers matchs, comptant pour les éliminatoires de cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, le Bénin s'est imposé 2-1 face au Togo. Un duel entre frères donc, 2-1 au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, et se qualifie ainsi pour cette phase finale de la CAN. Ce sera déjà tout pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci de vous rester fidèles. À très bientôt pour un autre point de l'actualité sur notre chaîne.